qu'est-ce que c'est le meilleur de moi? C'est pas un problème de temps, encore une fois, c'est pas la masse je sais pas, des slides, des mails, des trucs que tu vas faire, c'est l'impact que tu vas avoir. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui met en avant les femmes dans les postes de leadership dans les grandes entreprises. J'aimerais aujourd'hui vous présenter Anne-Sophie Gruszka, qui est la CEO de Solvd. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation, Anne-Sophie, à Beyond the Role. Merci beaucoup, Margot. Je suis ravie de t'avoir avec nous. Je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi, le leadership, et que ça a fait partie de ta carrière depuis longtemps. Donc je suis ravie d'avoir plein de tes conseils et de tes retours sur ton quotidien et sur ce que tu vis en tant que CEO. J'aimerais te poser une première question qui est: quelle est ta propre définition du mot leadership? Pour moi, le leadership, c'est pas uniquement conduire, c'est pas uniquement diriger, mais c'est essayer le plus possible de faire en sorte que les gens autour de soi deviennent des personnes totalement indépendantes de soi. Donc je vois pas le leadership comme étant du pur pouvoir ou de la puissance. Je vois ça au contraire comme mettre les gens en mouvement, comme mettre les gens en puissance eux-mêmes. Et moi, je vais te dire ce qui m'inquiète finalement aujourd'hui. Je pense que de manière générale, on a énormément progressé sur le leadership, et je pense que au fur et à mesure, dans les 20-30 dernières années, on a eu des images de moins en moins toxiques du leadership. Mais avec ce qui se passe au niveau international, il faut vraiment s'assurer à ce que l'entreprise devienne et soit un petit peu étanche à cela, et que des comportements purement autoritaires ne puissent pas à nouveau se voir le jour. Quel est le point négatif selon toi d'avoir ces côtés plus autoritaires dans le leadership? Je pense que de temps en temps, d'abord, le leadership, il n'est pas monolithique. Je pense que c'est une erreur de penser que le leadership soit monolithique. Le leadership, c'est au contraire, je pense, être en capacité de mettre en combinatoire positive différentes facettes. Donc, par moment, il y a des situations qui exigent qu'on prenne des décisions immédiatement de manière peut-être autoritaire. Mais de manière générale, il y a beaucoup de situations qui exigent au contraire que on essaie le plus possible de mettre les gens, encore une fois, autour de soi, en mouvement. Et finalement, le leadership pour moi, c'est travailler à sa propre disparition. Et donc, pour revenir sur ta question, je pense que si on est uniquement dans la palette de je ne travaille qu'à ma propre conservation. 2, je ne travaille qu'au rayonnement d'un moi, c'est hypertrophié. Et 3, je fais ça à la fois quoi qu'il en coûte et quels que soient les moyens utilisés. Forcément, tu arrives à des situations de perversion et qui peuvent aller à l'encontre de l'intérêt de ta structure, des personnes autour de toi, mais aussi des systèmes que tu sers. J'entends qu'il y a une notion d'équilibre en fait dans ce que tu partages. Par définition, c'est-à-dire que quand tu exerces une position de leadership, tu es dans l'obligation à chaque fois d'équilibrer les choses. C'est pas un cours en fait, tu vois, c'est mis en action. Donc forcément, il y a effectivement une notion d'équilibre à la fois dans les différents modes de leadership que tu vas utiliser. Et encore une fois, je suis persuadée que chaque moment, chaque époque requiert des modes de leadership différents. Et en même temps, c'est une question d'équilibre aussi de séparation des pouvoirs. Souvent, quand on a une image un petit peu, surtout en France, je pense. Je crois qu'il y a eu des travaux d'ailleurs qui sont sortis il y a pas très longtemps sur le sujet. On a une image très top-down du leadership à la française. Je pense que c'est très lié à l'absolutisme, et puis après au fait que la République, d'une certaine façon, est repris dans
dans la façon d'éduquer les jeunes, ou en tout cas à tout le moins les élites, a repris un petit peu cela, et on a une vision très descendante du pouvoir. Donc du coup c'est extrêmement important, je pense, de faire attention à ce que ce phénomène très vertical arrive finalement à se disséminer et arrive à embarquer des écosystèmes de plus en plus larges. Dans ce que tu partages, tu me parles justement de top-down. Ça me permet de te poser la deuxième question. Quelle est ta propre définition de l'ambition, justement? Parce qu'on pourrait se dire, justement, l'ambition, c'est toujours d'être au top de la hiérarchie, etc. Quelle est ta propre définition? Je pense que pour moi, ce qui est très important, et c'est ce qui est un petit peu un fil rouge dans ce que j'ai essayé de faire et dans ce que j'essaye de faire, c'est d'être au service d'eux. L'ambition pour moi, c'est pas uniquement de se dire je suis tellement bien, je suis tellement brillante que vraiment je ne peux que diriger quelque chose. Je pense que c'est arriver à se rejoindre des différentes galaxies et différents fils, et de se dire, voilà, l'ambition, c'est d'être là au bon moment pour servir les écosystèmes qui me semblent pertinents. Et pour moi, l'ambition, c'est par définition avoir un impact sur les communautés autour de toi, avoir un impact sur, bien sûr, au service de tes clients, mais aussi avoir un impact plus global pour la société. Tu l'entends dans l'impact, tu l'entends dans ton quotidien de métier, ou tu l'entends dans les valeurs de l'entreprise, dans ce qu'elle sert, le sens. En fait, j'ai démarré ma carrière, j'étais dans le secteur public, et pour moi c'était très très important. Donc j'ai démarré à l'ONU, au commissariat des droits de l'homme, et après j'ai travaillé au ministère de la santé, du travail, de l'emploi, formation professionnelle. J'étais directrice de cabinet, et c'est posé la question pour moi du choix ensuite du secteur privé. D'abord, il m'était apparu que vraiment le secteur privé devait être, enfin non seulement pouvait être, mais devait être le lieu finalement de l'impact aussi, que ce n'était pas uniquement la sphère publique qu'on pouvait avoir un impact positif sur le monde autour de toi. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur l'assurance, le secteur assurantiel, puisque c'est Sov travaille dans la galaxie assurantielle, et en 2012 je suis rentrée chez Allianz, qui est un des plus gros assureurs au niveau mondial. Et ce qui était important pour moi, c'était justement ce fil rouge entre ce que j'avais pu faire en termes de service public et ce que je pourrais faire pour protéger la société, pour créer des filets de sécurité. Et aujourd'hui, pour moi, l'assurance est de façon définitive un secteur éminemment important, un secteur où on peut justement avoir de l'impact. Quand tu vois tous les défis qu'il y a aujourd'hui, qu'il s'agisse du réchauffement climatique d'une part, qui risque de rendre inassurable un certain nombre de biens, mais aussi quand tu vois la nécessité d'orienter les fonds que les assureurs ont dans la transition énergétique, et ce ne sont que deux exemples parmi tant d'autres. L'assurance est aujourd'hui au cœur d'un système en mutation et d'un système où on peut avoir de l'impact sur des nouvelles solidarités à recréer. Et donc, pour revenir à ta question, pour moi, ce qui était important, c'est à la fois d'être dans un secteur qui pouvait avoir de l'impact, ça c'est le premier point, et deuxièmement que moi j'utilise un petit peu mon énergie pour avoir de l'impact aussi. Sov Group est un groupe qui est dans le B2B2C et qui propose des solutions d'indemnisation de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire à la fois la partie technologique, mais aussi la partie service physique. Et donc à la fois, c'est-à-dire à la fois des garages, mais à la fois des artisans, c'est-à-dire tout ce qui va rendre service quand il y a un sujet, un problème, un sinistre pour le client final. Et donc typiquement dans l'écosystème que je construis, eh bien il y a l'utilité très concrète qu'on va délivrer à la fois à nos partenaires, à nos clients, à nos big clients, c'est-à-dire qu'il s'agisse Allianz en l'espèce, mais qu'il s'agisse d'AXA, de Zurich, de Generali, enfin de tous les assureurs. Mais au-delà,
il y a l'écosystème que je crée au sein de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise que j'essaie de mettre en place autour de la méritocratie, mais une méritocratie qui doit être inclusive, autour de tout ce qui est la promotion des talents et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et par là aussi, j'espère, je contribue, de façon modeste mais résolue, à essayer de rendre notre monde un tout petit peu meilleur. Qu'est-ce qui t'a le plus impacté d'avoir justement travaillé dans le secteur public avant d'arriver dans le secteur privé? Qu'est-ce que tu penses que tu avais de plus que quelqu'un qui aurait fait, entre guillemets, que le privé? Il y a deux éléments. D'abord, en permanence, et je sais qu'aujourd'hui le secteur public est très décrié, je pense très honnêtement assez injustement, parce que il y a des hommes et des femmes, les fonctionnaires, qui œuvrent souvent avec des moyens qui sont pas extrêmement reluisants, et avec une ambition farouche, et pas une ambition personnelle, mais une ambition pour le pays et pour l'intérêt général. Et ça, c'est quand même un premier point très important, c'est cette obsession de se dire on va avoir un impact positif. Et je sais, encore une fois, beaucoup de gens ont une image très probable, un petit peu biaisée, je pense, de ce que c'est travailler dans un ministère au milieu des ordres, de la République, etc. C'est absolument pas ça. En tout cas, singulièrement dans les ministères sociaux dans lesquels j'ai travaillé, le sujet, très honnêtement, c'était de travailler sur le plan de lutte contre l'excision, le plan violence, plan contre les violences faites aux femmes, états généraux de l'enfance fragilisée, toutes les mesures en faveur des personnes en situation de handicap, etc., etc., etc. Donc, c'est le premier point, cette obsession de travailler pour quelque chose qui va avoir de l'impact sur le plus grand nombre. Après, le deuxième sujet, c'est arriver à créer des consensus, arriver à dégager des opinions qui soient partagées, parce que c'est des secteurs, et singulièrement encore une fois les ministères sociaux, où on a bien sûr à la fois l'État, mais on a aussi les collectivités locales, on a les associations, on peut avoir des associations de patients, enfin on a une myriade d'acteurs. Et à la fin, au début en tout cas, les gens peuvent avoir des opinions très divergentes, mais il faut quand même avancer. Et donc du coup, c'est avancer sur des socles. Et donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui m'a servi. Ensuite, quand je suis allée chez Allianz, c'est essayer de faire avancer l'entreprise sur des socles, à partir de socles communs. Et ça, je pense que c'est vraiment très très important. Je ne dis pas que des gens qui ne sont pas passés par le secteur public ne peuvent pas arriver à ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose, je pense, qui m'a aidé. Et puis peut-être il y a encore même un troisième point, c'est que très jeune, j'ai eu des responsabilités élargies. J'étais directrice de cabinet très très jeune, j'avais 28 ans. Et ça aussi, immédiatement, ça permet d'être dans un grand bain qui ensuite sert pour tes expériences dans le secteur privé. Qu'est-ce qui a été justement la plus grande leçon pour toi d'atteindre un poste comme ça si jeune? Rester toujours très 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 humble, parce que d'abord c'est ce qui est très intéressant dans la vie politique, c'est que du jour au lendemain, les choses peuvent se retourner très très rapidement, les gouvernements peuvent être renversés, donc c'est vraiment une grande leçon d'humilité. Deuxièmement, un travail acharné, et je pense qu'après, le troisième point, c'est plus sur les différences, c'est justement apprendre ensuite dans le secteur privé à travailler dans un temps plus long, parce que c'est pas du sprint, c'est du marathon. Et ça c'est important aussi, je pense, comme différence structurante. Quand tu dis justement c'est du marathon, est-ce que tu peux nous donner des points plus concrets où tu as vraiment vu cette différence-là? Les plans, et alors d'ailleurs, on peut dire que c'est malheureux pour le secteur public, parce que le secteur public, par définition, devrait s'inscrire dans un temps beaucoup plus long. Mais typiquement, quand on prévoit des plans, par exemple, on a des plans financiers ou des plans stratégiques. On a deux moments importants dans l'année avec l'actionnaire chez Sovd. On a le plan stratégique d'une part, une revue stratégique qui est faite tous les ans, et d'autre part le plan budgétaire qui est fait à l'automne.
Et typiquement, ça s'inscrit dans un temps long, c'est-à-dire que on a un plan à 3 ans et après chaque année, il va être revu, mais c'est un plan qui s'inscrit dans le long terme, c'est-à-dire que si j'arrive en disant tous les ans ah bah non, ça c'est nouveau, ça c'est différent, d'ailleurs c'est pas les mêmes chiffres, ça va pas durer très très longtemps. Donc c'est vraiment cette inscription dont ça veut pas dire qu'il faille pas être réactif, ça veut pas dire que il faille pas savoir pivoter le cas échéant, mais certainement pas sur tous les axes. Donc c'est vraiment cette inscription dans quelque chose de plus grand que soi d'une certaine façon, avec cette capacité en même temps bien sûr à manœuvrer, je pense de façon plus concrète, qui fait que on va s'inscrire dans un temps beaucoup plus long. Si on revient davantage vers toi et qu'on fait un petit peu fast-forward avec ton poste aujourd'hui de CEO, est-ce que avant ça, tu t'étais dit j'ai envie de faire ça, je suis faite pour faire ce poste de CEO. Est-ce que tu avais déjà l'ambition, si je peux réutiliser ce mot-là, l'ambition d'atteindre ce poste avant ? Alors, je me suis pas... non, mais ça n'a jamais été une obsession. Après, c'était plutôt une envie. C'est-à-dire que à un moment, je me suis dit bah oui, pourquoi pas moi et pourquoi pas comme ça, parce que encore une fois, c'est un sujet d'avoir de l'impact. En fait, moi, je le vois plutôt comme ça. C'est le sujet, c'est pas tant la taille de ton PNL, ou c'est plutôt de se dire comment je vais au mieux me positionner pour avoir un impact plus large. Et en fait, le poste de CEO a cela de magique qu'il combine à la fois une vision, enfin c'est une vision 360, c'est une interaction permanente avec tes stakeholders, et je dis c'est une vision très plongeante avec les équipes, etc. Et avec le travail c'est la combinatoire entre à la fois vision big picture et en même temps détail, appétit pour le détail opérationnel. Et cette espèce de mise en mouvement qui est très 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 intéressante. Et comment est-ce que tu gères justement cette double vision en fait que tu as besoin d'avoir, la vision très big picture, très large, et en même temps d'être connecté à l'opérationnel? Comment est-ce que tu le gères? C'est à la fois... alors, il y a deux choses. Un, c'est pas simple. C'est-à-dire, moi je viens de postes plus opérationnels, mais à la fois j'aime bien penser, j'aime bien réfléchir par mes études, mais justement le poste de CEO, on ne t'attend pas sur faire la revue des process, on t'attend vraiment sur la mise en mouvement. Donc en fait ça nécessite une forme de mouvement d'élévation, et à la fois donc prendre du recul en permanence et être capable, c'est zoom in zoom out, c'est tu es capable de plonger, et de préférence dans les endroits qui font le plus, qui vont être les plus importants, et en même temps de zoom out. C'est-à-dire d'essayer de tout ramener à une vision plus globale. Et dans ton quotidien, de manière plus concrète, comment est-ce que ça se traduit ? Ça veut dire, par exemple, avoir des séances stratégiques, des revues stratégiques toutes les semaines, prendre du recul, regarder vraiment toutes tes priorités stratégiques. Okay. Et regarder où tu en es par rapport à ça, et en même temps avoir des séances avec tes équipes où tu vas vraiment plonger dans les sujets. D'accord, de manière plus précise. Par exemple, discuter avec ton CTO, la personne en charge de la technologie, sur ton programme de transformation IT, discuter avec les équipes en charge de l'évolution des produits, où ils en sont sur tel incrément sur GenAI, etc. Et justement, tu vois, ça me permet de rebondir sur... c'est un secteur qui est quand même en mouvement, le secteur de l'assurance, il se passe pas mal de choses. Il est quand même là depuis très longtemps. C'est un secteur qui est vraiment, j'imagine, ancré dans les sociétés, etc. Comment est-ce que tu arrives à la tête du coup de Solvd, qui est dans ce secteur-là, à justement savoir jouer entre la partie historique, qui doit être là et qui doit être assurée, tout ce qui est législatif aussi, et justement les nouveautés. On se rend compte qu'aujourd'hui, avec la technologie, mais aussi l'intelligence artificielle, tout va encore plus vite. Comment est-ce que tu gères cette partie-là à la tête de Solvd ? C'est en permanence, si tu veux, être à la fois dans l'idée que tu dois délivrer sur ton plan, parce que tu peux pas, en fonction de telle annonce de OpenAI, etc., faire des ça, mais en même temps être en permanence à l'écoute. Donc en fait, c'est une espèce de tremblement permanent entre I stick to the plan, je reste sur mon plan, mais en même temps, je crée, y compris dans mon plan, la possibilité de m'ouvrir sur d'autres choses. Typiquement,
Donc, tu vois, ce qu'on a dit sur Soft, donc on a une partie qui est sur les solutions technologiques. Donc, on avait des produits qui étaient déjà d'ailleurs fondés sur l'intelligence artificielle pour partie. Mais là, j'ai décidé, on a créé une équipe dédiée qui ne s'occupe que de la partie GenAI, qui n'interagit pas avec la partie produit traditionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est important du coup qu'il ne soit pas complètement, enfin tu vois, ravalé par la partie classique du business. Et donc Oui, cette partie-là, limitée en quelque sorte. voilà, exactement. Limitée par ce qui existe déjà. Cette partie-là, je la mets un petit peu, je l'encapsule. Mais typiquement là-dessus, on doit donc on fait des choses en interne, mais on est complètement à l'écoute de ce que peut faire le marché, des providers d'intelligence artificielle, parce que il faut qu'on reste, encore une fois, en empathie totale. Donc c'est ce mélange entre direction ferme et en même temps capacité à naviguer autour. Et la notion d'adaptabilité, justement là-dedans, le fait de devoir s'adapter, comment est-ce que toi tu le gères au quotidien? Quels seraient tes conseils sur quelqu'un qui arrive sur ce genre de secteur où il y a du coup des chamboulements avec la nouvelle technologie ou peut-être d'autres choses auxquelles je pense pas. Quels seraient tes conseils pour l'accompagner justement ce besoin d'être adaptatif? Apprendre en permanence, parler, s'entourer de gens qui apprennent eux-mêmes. Il faut que autour de toi, tu aies des gens en permanence qui recherchent pour toi si t'as pas le temps de rechercher. Et toi-même, tu peux être en curiosité, mais c'est important d'avoir autour de soi des gens différents. Ça, je pense, c'est très très important. Quand tu dis différent, justement, comment est-ce que tu vas les trouver, ces personnes différentes? D'abord, il y a une dimension internationale. Je pense que c'est très important d'avoir des différentes nationalités, malgré tout. Deuxièmement, c'est des sujets de profil, de background. Je pense que c'est bien de mélanger des gens qui viennent de secteurs de start-up, scale-up, et en même temps de grandes entreprises, et en même temps d'entreprises de la tech. Tu vois ça? Et après, c'est aussi la capacité à penser différemment. Tu vois, ça c'est ne pas avoir une pensée uniquement uniforme. Et ça, tu entre guillemets, tu l'infuses dans ton entreprise et avec tes collaborateurs? En tout cas, je fais en sorte que les équipes autour de moi ne pensent pas pareil, que les gens autour de moi ne pensent pas pareil les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire que, quand je dis pense pas pareil, n'est pas le même logiciel d'une certaine façon, et que chacun apporte quelque chose. T'as des conseils là-dessus justement pour quelqu'un qui serait dans une entreprise où justement les gens je pense que c'est très important aujourd'hui vraiment de s'entourer de gens, encore une fois, qui viennent de backgrounds différents. Et on ne saura jamais. Le monde va si vite, on ne peut plus avoir de pensée complètement monolithique. Donc c'est important, encore une fois, de soi-même être dans une forme de curiosité permanente, mais il faut créer le système autour de soi qui garantit cette curiosité permanente. Pour moi, je suis beaucoup sur les systèmes. C'est-à-dire, je pense que seul, on peut pas faire grand-chose, voire on ne peut rien faire. On peut juste mettre en mouvement, en rotation des planètes qui vont aller plus ou moins, tu vois, qui vont aller plus ou moins dans le bon orbite. Que tu disais que justement tout va très vite, mais tout à l'heure tu nous parlais justement du fait que c'était plutôt un marathon qu'un sprint. Est-ce que aujourd'hui ces nouveautés, la GenAI, etc. Est-ce que pour toi ça accélère ce marathon? Alors oui, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu des vitesses de développement de produits. Encore une fois, il y a une partie de mon activité qui est sur la technologie. Ça va à une vitesse qui est absolument faramineuse. Il y a des choses dont on rêvait il y a 3 ans qui sont déjà réalité aujourd'hui. Donc ça oblige de toute façon à une vitesse permanente, mais en même temps, faut se méfier de l'effet d'ivresse d'une certaine façon, d'ébriété. C'est bien de courir après, mais c'est bien aussi de délivrer quelque chose. Donc il faut, encore une fois, c'est ce mouvement permanent. On délivre et en même temps on regarde, on délivre, mais on délivre quand même. En tant que CEO, j'imagine que tu as une équipe aussi avec toi qui t'accompagne sur justement la notion de délivrer. Qu'est-ce que tu attends d'eux, toi? J'attends qu'ils soient honnêtes avec moi. J'attends qu'ils délivrent, mais j'attends qu'ils soient pas dans une espèce de bullshit permanent. Parce que le problème, le monde actuel est aussi peut aussi faire la part belle aux
au bullshit. Donc c'est très important que les gens, vraiment aujourd'hui particulièrement où la vérité semble avoir moins d'importance qu'avant, c'est très important justement que dans une entreprise les gens disent la vérité. Voilà. Et après, moi, je vois ce que je peux faire avec. Mais ça, c'est super important. Et derrière cette honnêteté et cette vérité, dans les faits, quels sont tes conseils pour justement avoir des personnes autour de toi qui donc sont honnêtes, apportent pas de bullshit et surtout sur lequel vous avez potentiellement cette adaptabilité, la possibilité d'avancer ensemble, etc. Quels seraient tes conseils pour justement diriger en tant que CEO? D'abord, c'est sélection de profils, de mettre en place une culture, ce qu'on appelle la speak-up culture. C'est quelque chose qui est très important chez Soft. On met en place des baromètres, on a des post-checks tous les trimestres pour faire en sorte que les gens se sentent autorisés. Et ça serait vraiment si je vois que la speak-up culture n'est pas au maximum, je fais même je fais des ateliers sur le sujet pour que les gens se sentent autorisés à parler. C'est super important. Donc c'est partager en fait cette information que c'est complètement autorisé de donner ces informations, de donner aussi son avis sur des projets, j'imagine. Exactement. Et surtout que celui qui a une position hiérarchique plus faible a quand même le droit de parler aussi. Voilà. Il faut j'essaie de créer des systèmes où les gens se sentent non seulement autorisés à parler, mais où la prise de parole de chacun soit complètement incluse dans le process. Par exemple, on est en train de travailler sur la refonte de nos process internes pour les rendre plus orientés clients et qui est plus d'innovation. Alors là, je parle pas de la partie produit qu'on vend aux clients, mais plus nos process internes à nous. Et typiquement, on organise plein de sessions de co-innovation avec les personnes qui sont les opérationnels. Et c'est pas je sais bien que ça peut apparaître là aussi un peu bullshit, etc. Mais je le considère vraiment comme quelque chose de profondément important. Après, je pense que la notion de bullshit, c'est quand c'est pas incarné, quand c'est simplement. C'est ça. Non, mais je sais que exactement. Quand c'est uniquement un sujet d'affichage, je suis complètement d'accord. Ça aussi, c'est un point important. Comment est-ce que tu t'assures que les choses soient appliquées après? Alors peut-être que c'est parce que justement tu m'as dit c'est le parfait milieu entre un peu d'opérationnel et un peu stratégique et on jongle entre les deux. Mais comment est-ce que tu t'assures que ce qui est dit dans les parties stratégiques et ce que vous créez dans ton équipe soit infusé par la suite et soit finalement appliqué entre guillemets complètement dans la partie opérationnelle? Comment est-ce que tu t'en assures à ta hauteur à toi, dans ton poste à toi, parce que j'imagine que tu vas pas aller vérifier le petit système à chaque fois. Non, mais on crée beaucoup de. Alors, on est une entreprise qui essaie de se professionnaliser, qui essaie d'être professionnelle. Donc, on a des mécanismes de gouvernance où on revoit les projets et la livraison comment les choses sont livrées. Et deux, moi, j'essaie de me déplacer souvent. J'essaie de parler aux gens directement aussi. Non pas parce que je fais pas confiance à mon équipe, mais parce que c'est très important aussi de créer la possibilité de fil de conversation aussi au plus près du terrain. C'est quelque chose qui revient souvent dans les échanges que j'ai, cette notion de terrain. Toi, tu es avec une entreprise qui est internationale. On est dans 46 pays. Voilà, j'avais plus le nombre exact de pays, donc vous êtes dans beaucoup de pays. Comment est-ce que tu gères justement personnellement? J'imagine que tu fais des déplacements, puisque tu me parles de cette partie opérationnelle. Comment tu le gères dans ton quotidien, cette partie de déplacement qui fait très souvent partie quand même des postes de CEO, en tout cas des personnes avec qui j'échange sur le podcast? Alors il y a deux dimensions. Il y a la dimension personnelle parce que ma vie est à Paris, ma vie familiale est à Paris, et mon entreprise est en Allemagne et est basée à Munich. Donc je fais des voyages toutes les semaines, et ensuite le siège est à Munich, mais en fait les différents centres opérationnels sont soit dans d'autres villes d'Allemagne, soit en Angleterre, soit en Espagne, soit dans les autres pays du monde. Donc en fait ce que je fais, c'est j'ai une espèce d'architecture
de mon agenda, où je suis de toute façon au moins 2 jours par semaine à Munich, et après le reste du temps, 2 jours, soit je suis dans un pays européen, et à peu près une fois toutes les 6 semaines, je vais avoir un voyage plus lointain. Mais j'essaie l'objectif, c'est de pas voyager pour voyager, parce que il faut vraiment, parce que il faut que le temps soit vraiment utilisé au mieux, pour à la fois communiquer soi et surtout entendre les équipes. Donc ça requiert une forme de discipline et de focalisation, parce que sinon je pourrais être tout le temps en voyage, mais sans que ça n'apporte strictement rien. Comment est-ce que tu sais, justement, quelqu'un qui a plein de voyages tout le temps et qui a envie de s'assurer que, entre guillemets, c'est optimisé et qu'elle voyage que quand c'est nécessaire? Quels seraient tes critères? Tu vois, qu'est-ce que tu regardes pour t'assurer que ce voyage, il est important pour toi et il a vraiment un impact? Avoir le temps, encore une fois, d'écrire la stratégie, d'une part, parce que je pense que c'est toujours important d'incarner cette stratégie, de l'expliquer. Deuxièmement, avoir le temps d'écouter les collaborateurs et puis rencontrer des clients, parce que à la fin, ce qui compte, c'est quand même la capacité à mettre les choses, à faire pivoter les choses si l'avis des clients ne va pas, ou au contraire à continuer à persévérer dans une voie si l'avis des clients est très positif. Ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qui n'est pas revenu énormément. Comment est-ce que justement tu fais ce lien avec les clients, toi? Il faut les rencontrer. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Non, mais après, tout ça est très humain. Hein. C'est pas. Oui, bien sûr. Et justement, je pense que c'est quelque chose que j'ai envie d'apporter et de mettre davantage en avant, c'est que c'est pas un poste qui est toujours, parce que j'imagine que certains postes dans certaines entreprises peuvent l'être, mais c'est pas toujours un poste qui est écarté de l'humain. Bien au contraire, plus on est connecté avec ses équipes, puis avec l'opérationnel aussi, plus là, tu vois, tu me le montres aussi avec la partie des clients, plus en fait on a une vision globale. Tu reparlais la vision 360 tout à l'heure, c'est ce que tu recherches en ayant cette... Exactement. Du coup, j'enchaîne avec un autre point dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Tu parlais de la notion de consensus. Comment est-ce que tu le remets en avant dans ton entreprise aujourd'hui? C'est quelque chose que tu avais du coup... Consensus, attention, je veux pas un consensus mou. Je veux avoir des plateformes d'accord qui nous permettent d'avancer. Voilà, parce que il faut pas chercher le consensus pour le consensus, mais c'est arriver à trouver des accords minimaux pour pouvoir continuer. Donc ça c'est intéressant. Okay. On travaille beaucoup avec les équipes, puisqu'on est une compagnie, une entreprise qui est assez jeune, puisque on intègre en fait trois entreprises qui étaient sur le marché et qui couvrent la chaîne de valeur d'indemnisation. Et du coup, on travaille beaucoup sur comment mettre en mouvement notre stratégie. Et ça, c'est quelque chose que l'on discute lors de tous les comités exécutifs, à la fois sur le rationnel, mais aussi sur l'exécution. Donc, c'est faire en sorte que l'information soit complètement partagée et collectivement, on voit comment les choses avancent de façon très pratique. Et deux, on travaille beaucoup sur le modèle opérationnel commun, parce que c'est quelque chose qui est nouveau et qui n'est pas encore complètement abouti. Et donc, on travaille là-dessus en co-construction aussi, en fait. C'est pas quelque chose où j'ai bien sûr mon idée, mais je pense que pour vraiment y arriver, il faut que ce soit respectueux aussi de la vie des gens, à la fois, surtout sur la méthode, c'est-à-dire qu'on écoute et en même temps on essaie d'arriver le plus possible, sans intervention top-down, à faire émerger des principes communs et en même temps du coup une organisation commune. C'est très intéressant. Dans tout ce que tu me partages un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a une notion aussi d'optimisation, de s'assurer que tout soit bien optimisé dans ton quotidien, notamment avec les voyages, mais aussi avec t'assurer que on optimise et partie stratégique et partie opérationnelle, etc. Quelles seraient peut-être les anecdotes que tu as eues où justement tu as eu des difficultés, soit d'organisation, soit à optimiser quelque chose, et où ça t'a donné une leçon particulière?
L'année dernière, typiquement, parce que alors il y avait deux choses. La première chose, c'est l'année dernière, j'avais encore en fait deux jobs. Enfin, c'est-à-dire, je faisais ce job de CEO et en même temps, j'avais une responsabilité interne pour Allianz et je pensais que je pouvais tout faire et en fait non. Enfin, ça ne fait pas sens surtout. C'est même pas le problème qu'on ne puisse pas tout faire, c'est que ça ne fait pas sens. Donc c'est premièrement la vraie leçon, c'est less is more. C'est le moins c'est mieux. Mais vraiment, je le pense profondément. Il faut être chirurgical dans ces interventions et il faut être précis et il faut avoir toute son énergie, mais pas une énergie décousue, une énergie qui soit complètement une énergie structurée. Voilà. Et donc pour moi, à un moment, je me suis aperçue que je pouvais faire, j'étais obligée de faire beaucoup de calls dans le taxi, à l'aéroport, etc. Et c'est pas une façon de diriger. On peut pas diriger une entreprise de l'aéroport. Et donc ça, c'est pour moi l'enseignement le plus important. Less is more. Et ça, c'est important aussi pour les femmes parce que les femmes croient très souvent qu'elles doivent en faire plus. Enfin, c'est pas qu'elles croient d'ailleurs, elles sont obligées très souvent d'en faire plus. Donc, c'est un piège en même temps. Ça peut se retourner contre elles. Et comment t'en as pris conscience du coup? C'est simplement en te disant je fais les parce calls dans le taxi. Parce qu'il y a un moment, c'est pas, oui, à un moment c'est pas faisable. On me demande pas d'être de retourner à la mine, et de travailler le dimanche. Enfin, c'est pas le job en fait. Et justement, comment est-ce que je pense que ça parle à beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup, qui font beaucoup d'heures, qui peut-être en effet vont au-delà des limites et font leurs appels à droite à gauche dans les déplacements. J'imagine que c'est pas quelqu'un qui t'a dit arrête de faire tes appels dans les taxis. Non, mais non, mais en discutant aussi avec des gens, en discutant avec notamment avec un des membres du directoire d'Allianz qui m'a dit, tu sais, un jour, on m'a dit le meilleur conseil qu'on m'ait donné, il faut que tu apprennes à être paresseuse. Et ben c'est un peu ça. Après, c'est des déclics, tu vois, qui se passent dans la tête parce que tu te dis, ah bah tiens, ce mode de vie n'est plus possible. Et est-ce que je donne le meilleur est-ce que finalement je donne le meilleur de moi? Qu'est-ce que c'est le meilleur de moi? C'est pas un temps infini, c'est pas un problème de temps. Encore une fois, c'est pas la masse des slides, des mails, des trucs que tu vas faire. C'est l'impact que tu vas avoir. Ça c'est très pertinent parce que je pense que la notion de paresseux, en tout cas, il y a une connotation très négative derrière, je pense, dans le monde professionnel. Alors, après, je pensais aussi, il y a des moments. Si à 25 ans, je conseillerais pas ça. Ou quand t'as qu'un seul boulot. J'imagine qu'il y a des choses différentes. Et puis ça dépend, j'imagine, du boulot, ça dépend de l'entreprise, voilà. Ça dépend du manager. Après, le contexte est important. Être paresseux, c'était volontairement, je pense, rieur et polémique. Mais je pense que c'est, voilà, exactement. Et ça, c'est un très 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 bon conseil, je pense. Et quel est selon toi les retours les plus importants que t'es donnés à d'autres, où t'as eu l'impression d'avoir un impact dans ton entreprise? À plusieurs personnes, je leur ai dit qu'elles devaient beaucoup plus croire en elles. Très souvent, en fait, les barrières mentales sont principalement autour de 2 ou 3 sujets. Soit c'est des barrières autour de je ne crois pas suffisamment en moi, j'ai un peu peur. Soit les barrières mentales sont autour de j'ai un peu peur de moi. Soit les barrières mentales sont j'ai peur de l'autre, en fait. Mais alors peut-être que j'ai une vision très 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 simplificatrice, mais à dessein, en fait. Et donc je pense que j'ai réussi à remettre dans la course d'une certaine façon des gens qui étaient soit atteints de l'un des phénomènes, soit de l'autre phénomène, et de leur dire en fait que tout ça c'est finalement un système de pensée qu'on acquiert à un moment, soit dans l'enfance, soit pendant les études, mais que il faut accepter à un moment, quand on veut grandir, de poser son système, de le mettre à distance de soi et d'essayer de vivre les choses de façon plus directe. De vivre les choses de façon plus directe. Sans utiliser son système d'interprétation du monde.
dans lequel je dois être tout le temps celui qui domine une discussion. Non, c'est pas obligatoire. Franchement, et ça ira mieux comme ça. Et c'est pas forcément, enfin, souvent on pense que c'est les attentes des autres, mais en fait c'est ses propres attentes qui ont été fondées, encore une fois, sur un système qu'on a dû développer pour survivre à quelque chose, pour réussir dans un contexte, etc. Mais il faut accepter de remettre en permanence, finalement, son système, de remettre en cause en permanence son système. En doute, en question. Ouais. Exactement. Tu parles j'ai une dernière question avant qu'on arrête. Je t'ai demandé tout à l'heure quelles étaient les attentes que tu avais de ton équipe. Je serais curieuse de connaître quelles étaient, toi, tes propres attentes pour tes CEO dans le passé. Qu'est-ce que tu attendais d'une ou d'un CEO que tu avais ? Qu'il fournisse une direction, mais en même temps, surtout qu'il me soutienne dans ce que je faisais. Non pas me soutienne de façon béate, mais qu'il arrive à comprendre ce que je faisais parce que j'essayais de le faire pour le bien de l'entreprise et qui du coup j'attendais cet empowerment que j'essaie maintenant de mettre en place. Ouais. Une attente que tu mets en place aujourd'hui dans ton poste. Quand tu dis empowerment, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que tu entends derrière pour ceux qui parlent pas anglais? C'est être en capacité de libérer l'énergie des gens et leur donner le pouvoir en fait. On en revient à ta définition tout à l'heure du leadership. Exactement. Merci infiniment. On termine avec les 2 dernières questions. Quel est le pire conseil qu'on t'ait jamais donné, Anne-Sophie ? D'arrêter de mettre des talons hauts. Oh. Mais j'ai continué à en mettre. C'est parce que j'ai pris à un moment les opérations et quelqu'un m'a dit c'est difficile quand même d'aller dans les centres opérationnels en talons. Bon, et puis, c'était pour la partie pratique. Non, enfin c'était pour l'image aussi, mais comme on n'a pas de, je précise encore une fois, on est dans le secteur financier, c'est-à-dire qu'on ne fait pas c'est pas des sites Céveso, donc j'avais pas besoin de mettre, il y avait pas de problème quoi. Donc mais c'est juste un problème de cliché, donc je ne l'ai pas suivi, voilà. Ok. Et c'était quelqu'un qui mais quelqu'un qui m'aimait bien. Non, mais ouais, oui, complètement. C'est parce que je l'ai pas dit la dernière fois dans un autre podcast et je me suis dit que j'allais le redire dans un prochain, c'est que le pire conseil est parfois donné par quelqu'un, parfois même qui nous apprécie et qui veut le faire selon lui pour notre bien. Mais ça rebondit avec ce que tu disais sur des attentes qui sont finalement, ça devient après nos propres attentes si on les laisse s'immiscer dans notre cerveau et dans nos conditionnements. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné ? Donc un deuxième, puisque tu nous as déjà dit que au moment où tu étais entre les 2 postes, c'était être plus paresseuse. Quel serait le deuxième meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné ? De manière générale, focus and discipline. Il faut pas être victime de son énergie. Il faut canaliser les choses et faire en sorte qu'elles aboutissent. Il faut pas être victime de son énergie. Oui. Hyper beau conseil qu'on a rarement eu ici et je pense que la notion d'énergie est complètement en lien avec le less is more que tu as partagé. Oui, tout à fait. Merci infiniment pour ton temps, Anne-Sophie. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci pour tous tes conseils et pour tous tes partages. Et pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt, merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires ? Avec quoi repars-tu de cet épisode ? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Beyond the Wall. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.